Il y a une odeur de hot dog dans l'air parce que les Capitals reviennent bientôt au Stade Canac. Mais encore faut-il pouvoir se stationner pour aller les manger. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de week-end. Bonsoir Mathieu, bonsoir à la saison de baseball. Ça commence bientôt, 3 semaines, le retour des Capitals au Stade Canac, mais il y a un problème d'envergure, c'est la passerelle Lee qui est interdite d'accès présentement. On sait que c'est pas évident de se stationner dans ce coin-là, et là, et l'opposition et la Ville veulent une solution plus vite. Oui, puis ça a l'air banal, mais c'est un sacré problème pour l'équipe de baseball, parce que on le sait que les Capitals, ça marche très, très fort. Et quand le club joue à domicile à Québec, les 4300 places du stade sont très régulièrement occupées, sauf qu'il n'y a que 375 places de stationnement contiguës à l'édifice. Alors, il y a plein de gens qui vont aller garer leur voiture de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne, dans les petites rues de la Pointe-aux-Lièvres, et hop, ils arrivent au stade en traversant l'autoroute, soit par la passerelle Lee, soit avec la passerelle Adrien Pouliot, un petit peu plus loin, celle qui est entre l'usine de cigarettes et l'ancienne centrale de police. Sauf qu'Adrien Pouliot, cette passerelle-là va être détruite à cause des travaux du tramway à très court terme, au début de juin. Et la passerelle Lee, elle est complètement condamnée, barricadée depuis novembre dernier. Alors, d'après le club et l'opposition officielle, les amateurs de baseball se demandent vraiment quoi faire, ceux qui ont besoin de se stationner. Et la saison commence le 26 mai. Le stationnement est limité là, au Stade Canac. Il y a des espaces de stationnement qui sont de l'autre côté de l'autoroute qui servent pour que les gens se stationnent pour venir assister à un match. Donc la passerelle permettait justement de traverser pour se rendre jusqu'au match. Ça prend une solution avant le début de la saison. Pourquoi il faut démolir aussi rapidement celle d'Adrien Pouliot si on n'est pas rendu là dans les travaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si on doit le faire malgré tout, est-ce qu'il y a possibilité de sécuriser celle-ci pour permettre aux citoyens d'avoir un accès plus facile? Et est-ce que la Ville compte faire quelque chose concrètement? Il y a un comité qui est actif là-dessus, mais Jean-Simon, on ne peut pas faire de miracle. Cet endroit-là va servir névralgique pour le tramway. Il y a déjà des travaux, dis-je bien, qui sont commencés dans ce coin-là. Et l'espace qui pourrait servir à du stationnement, ici et là, va plutôt servir à entreposer des matériaux et de l'équipement qui va justement servir aux travaux. Mais quand même, oui, on cherche des solutions, même si le responsable du stationnement, la Ville de Québec, suggère de chercher des alternatives à la voiture. On a une obligation de protection et c'est un peu ce qu'on a fait dans le cas de la passerelle Lee. Elle est dangereuse. Je pense que l'enjeu du stationnement, il n'est pas nouveau pour les Capitals. Le RTC vient de déployer une zone opérationnelle. Elle a revu tout son service et tout ça a comme destination 100 pieds à côté du parc Victoria. Il y a des efforts aussi d'à côté d'à vélo qui sont faits dans ce secteur-là. Et là, on regarde, en termes de stationnement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire également? On verra bien. Je doute que tant d'amateurs que ça se tournent vers l'autobus et à vélo. Il va quand même y avoir, là où il y avait la passerelle Adrien Pouliot, une traverse piétonnière qui va être aménagée et une autre dans le prolongement de la rue de la Croix-Rouge, celle qui arrive directement dans le stationnement du parc Victoria, pour aider les gens, justement, qui vont continuer à stationner. Mais même Pointe-aux-Lièvres, ce ne sera pas le fun, là. C'est évident, c'est évident. Merci beaucoup. On verra ce qui arrive comme solution à court terme. Absolument. Salut. Bon week-end. Bon week-end à toi. Depuis quelques semaines, les réponses aux demandes d'admission universitaire commencent à sortir et, comme chaque année, il y a des déçus. Sauf qu'il semble y en avoir plus que d'habitude en pharmacie à l'Université Laval. Pourquoi? Voici le reportage de Félix-Antoine Audet. Le but de la vidéo, c'est pas de me plaindre, c'est pas juste une vidéo de chiolage. Je veux qu'on compare les chiffres de ce que ça prenait pour rentrer en pharmacie l'année passée versus ce que ça prend cette année. La vidéo de Thomas Genet sur TikTok a ramassé plus de 100 000 vues, où il parle essentiellement de quotaires pas mal plus élevés pour rentrer en pharmacie cette année à l'Université Laval. Et c'est loin d'être seulement sa vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Sur le forum de discussion de l'Université Laval, la plateforme Reddit, les publications abondent depuis quelques semaines sur ces fameuses demandes d'admission et même la faculté de pharmacie de l'Université Laval a dû publier sur Facebook pour parler de la situation. Alors, est-ce qu'il y a réellement une hausse des demandes d'admission? On est allé voir directement à la source. Je dirais pas qu'on est surpris. Je pense qu'en ce moment, on se retrouve dans un moment où il y a un grand engouement autour du monde de la pharmacie au Québec. Donc, possiblement que c'est venu solliciter les jeunes. Ils se sont sentis interpellés par ça. On est actuellement autour de 2300 demandes pour l'admission 2026, alors qu'on était plus autour de 2100 l'an dernier, par exemple, à titre comparatif. Effectivement, c'est une légère hausse. Puis on anticipe, en fait, que cette hausse-là se poursuive dans les prochaines années. C'est sûr que si on compare seulement avec la dernière cohorte, l'augmentation, elle est quand même faible. Mais si on regarde le portrait un peu plus global, depuis 2017-2018, par exemple,
exemple. Et on réalise que c'est presque 1000 demandes d'admission de plus. Et comme vous venez de l'entendre, bien, on prévoit que ça va continuer d'augmenter. Alors la question que je me pose, bien, comment est-ce qu'on explique ça? Bien, c'est évidemment différents facteurs. Le premier étant possiblement un boom démographique. Là, on sait qu'il y a des cohortes d'étudiants qui s'en viennent, qui sont actuellement collégiales ou même au niveau secondaire encore, qui vont très, très prochainement entrer à l'université. Mais en ce moment, c'est certain, le champ d'exercice des pharmaciens est appelé à être élargi là, dans les prochaines années. Donc, on croit que les jeunes ont reconnu en fait la place importante que le pharmacien et les pharmaciennes pouvaient jouer dans le réseau de la santé en ce moment, puis se sont sentis interpellés là, par ce mandat-là, tout simplement. Les pharmaciens sont peut-être plus connus aussi du public. On sait que pendant la pandémie, on a été très utiles, on a été présents, on prend en charge des patients qui maintenant sont orphelins dans le système. Donc, on sait que notre rôle est probablement un peu plus connu. La pratique est intéressante. On pense que ça contribue aussi au succès. Pourquoi on se limite à un nombre d'admissions? Pourquoi on ne prend pas juste tous ceux qui atteignent un certain seuil qui est qualifié? Quand, comme vous le dites, on a des pénuries partout en santé, notamment chez les pharmaciens. Les formations en santé, de manière générale, sont hautement pratiques. On ne peut pas exclusivement penser à des cours magistraux. Puis, évidemment, on a des devoirs, je pense, parce qu'on a la santé des gens entre les mains. Donc, il y a beaucoup de formations pratiques, beaucoup de stages qui se font. On rénove nos laboratoires de simulation, justement, cette année pour pouvoir accueillir plus d'étudiants. Ça prend beaucoup de personnel enseignant, mais aussi du personnel technique pour soutenir tout cet enseignement-là. Il faut quand même mentionner qu'avec une hausse des demandes d'admission est venue aussi une hausse des candidatures retenues. En 2024, l'Université Laval a augmenté son seuil de 192 à 224 candidatures et on veut encore l'augmenter en 2027 pour passer à 240 dossiers retenus. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Ce week-end, la Ville de Québec accueille pour la toute première fois les NACS. C'est la compétition d'escalade la plus importante au Canada. Il y a une centaine des meilleurs athlètes d'Amérique du Nord, d'ailleurs, qui vont être présents. Juliane nous amène dans les coulisses de l'événement. C'est tranquille en ce moment au Délire Sainte-Foy, mais dans quelques jours, le centre va accueillir la plus grosse compétition d'escalade au Canada. C'est une première pour la Ville de Québec. Ce qu'on accueille comme compétition en fin de semaine, ça se trouve être les NACS, donc la North American Cup Series. C'est un circuit nord-américain, donc Mexique, États-Unis, Canada. C'est le niveau qui est juste avant le niveau de la Coupe du monde. Le circuit nord-américain, c'est la première fois que ça vient à Québec, puis ça va être le niveau le plus relevé qu'on a accueilli ici dans nos installations. En escalade de bloc, les prises au mur forment ce qu'on appelle un problème. Chaque problème a son niveau de difficulté. Puis en compétition de haut niveau, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Un chef ouvreur, c'est la personne qui est responsable de créer des blocs, mais aussi surtout de manager une équipe. L'idée, ça reste toujours la créativité du mouvement, etc. Cependant, le chef ouvreur a une idée quand même précise, quelle habileté il va aller chercher chez l'athlète. Donc, est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de la coordination? Est-ce que c'est de la dalle? Donc, être plus précis sur ses pieds. Les ouvreurs, ceux qui préparent les murs, sont en train de créer les blocs pour la compétition. Pourquoi on ne peut pas filmer? C'est la particularité de notre sport. Au tennis, ils ont le droit de regarder le terrain de jeu, la piscine pareil, mais à l'escalade, on n'a pas vraiment le droit de regarder le terrain de jeu. Voir comment est positionné les prises, les volumes, peut donner un indice à l'athlète. Donc en fait, ils découvrent au moment qu'ils arrivent devant le bloc, ils ont 5 minutes pour décoder le bloc. En plus d'accueillir certains des meilleurs athlètes en Amérique du Nord, l'événement fait aussi place à des athlètes d'ici. J'ai hâte de voir le niveau. J'ai participé à des nationaux, mais évidemment, il va peut-être avoir une petite coche de plus cette fois-ci. C'est à la maison, fait que c'est dans notre gym ici. Ça va être la plus grosse compétition que je vais participer. L'escalade autour de ma vie, je veux dire, on construit notre famille autour du sport. Puis ça prend la plus grande place que ça pourrait prendre dans notre vie. J'ai hâte de voir comment le monde, comme les États-Unis, que j'ai jamais vu d'autres mondes que je connais pas, comme qui vont de la Colombie-Britannique. Je compétitionne contre eux. C'est vraiment un huge step pour moi. Les gens qui hésitent à commencer l'escalade, venez essayer, c'est vraiment plaisant. En terminant, si vous voulez venir assister au final, c'est gratuit et ouvert au public. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.
La succursale Renaud-Bré de Laurier-Québec va fermer ses portes à son tour. Une trentaine d'employés qui sont en grève depuis 2024 ont appris aujourd'hui qu'ils vont perdre leur emploi. La CSN dénonce la situation alors que les salariés réclament 1 $ au-dessus du salaire minimum qui atteint aujourd'hui 16,60 $. Je rappelle que la succursale des Galeries de la Capitale a aussi fermé ses portes définitivement l'automne dernier. Il y a un record de 10 300 coureurs, dont moi, qui ont rendez-vous au demi-marathon de Lévis ce week-end. Les participants au 21,1 km vont prendre le départ dimanche matin aux Galeries Chagnon pour une arrivée au Juvénat Notre-Dame. Il y a des entraves à la circulation qui sont à prévoir sur certaines portions de la piste cyclable, de même que certaines rues et zones de stationnement. L'auteur-compositeur-interprète Dumas célèbre ses 25 ans de carrière avec un tout nouveau spectacle qui s'intitule Piano, voix, diapo, où il revisite son répertoire en chansons et en diapositive. Seb Lauzon l'a rencontré à quelques heures de son spectacle au Théâtre Petit Champlain. Tu as célébré 25 ans de carrière récemment. Ouais. 2026, c'est une grosse année pour toi. Puis là, tu viens de présenter un show qui a pour titre Piano, voix, diapo. Ouais. Que tu appréhendais beaucoup. Bien, j'appréhendais, écoute, qui me stressait beaucoup parce que c'est un spectacle que je fais sans guitare, avec un pianiste, Gabriel Godbout-Castonguay. Puis je revisite mon répertoire en présentant des diapositives que j'ai ramassées pendant 1 an. Puis avant la tournée, j'avais bien peur. Il y a des jours je disais, je le fais ce show-là. Des jours, je disais, je le fais pas. Puis finalement, j'ai plongé dans le défi, puis je suis vraiment content. Là, ça fait, écoute, depuis septembre qu'on tourne. C'est notre 5e Petit Champlain ce soir. Puis c'est complet, donc je me trouve très chanceux d'avoir cette tournée-là, puis que les gens embarquent. C'est une façon de me découvrir autrement. C'est moins festif. C'est plus un retour, je dirais, au texte, puis en même temps, je me raconte à travers ça. Peut-être que je ne suis qu'un rêveur. Qui sait? Les arrangements donnent une autre dimension au texte. Donc, il y a ce côté-là. Puis, il y avait ce désir-là aussi de raconter un peu mon parcours à travers ça. Puis de surprendre les gens. Parce que le show, il surprend. Puis, étonnamment, je pense que les gens ont besoin de douceur à quelque part ces temps-ci. J'ai beaucoup de bons commentaires avec cette tournée-là. Puis, je pense que notre but, c'était d'essayer de faire du bien à l'âme. Parlant de tes œuvres qui refont surface, il y en a une, on parlait de 2026, qui est une grosse année pour toi, qui a explosé cette année grâce à une petite série dont vous avez peut-être pas entendu parler, Heated Rivalry, sur Crave. La chanson Une journée parfaite. Ouais. OK. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite. Tu peux pas t'attendre à ça, tu peux pas provoquer ça. C'est vraiment pour moi un cadeau de la vie. Évidemment, ça a quelque chose de vraiment spécial de voir sa chanson voyager à travers le monde, avoir des gens qui t'écrivent de l'Argentine, du Brésil, de l'Asie. Pour moi, c'est complètement surréaliste. Puis je suis surtout content, évidemment, à cause du rayonnement de cette série-là, qu'il y a plein de chansons québécoises qui ont traversé les frontières, finalement, mais en français. Grâce à Jacob, le réalisateur. Ce nouvel élan, c'est un cadeau, vraiment un cadeau de la vie. Je le prends comme ça, je le savoure. Merci Dumas, on te retrouve en décembre à Québec encore une fois. Merci. Pour ton spectacle. Piano, voix, diapo. Merci. Bravo. On est le 1er mai et le taux horaire passe de 16,10 à 16,60 au Québec. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est né le salaire minimum? Les origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale avec la présence des femmes sur le marché du travail qui ont de très mauvaises conditions. En 1925, la loi du salaire minimum des femmes rentre en vigueur. Le but, c'est de fixer un salaire minimum dans le milieu industriel. On parle à l'époque d'environ 12,20 $ par semaine. Sauf que c'est très loin d'être parfait. À l'époque, ça va créer des centaines de salaires minimums qui sont différents selon le secteur et plusieurs entreprises vont réussir à trouver des failles ou encore engager des hommes. Dans les années qui suivent, plusieurs commissions vont naître et disparaître pour essayer d'améliorer la situation. On va aussi statuer que le salaire minimum est plus bas pour les personnes qui ont du pourboire. Il faut attendre 1940 pour avoir la loi sur le salaire minimum qui vise tous les salariés chez les employeurs ou encore à domicile. Ensuite, on va continuer à voter des augmentations au travers des années, mais le taux peut encore changer selon les employeurs. Finalement, vers 1980, la loi sur les normes du travail permet au gouvernement de fixer le salaire minimum.
Et pour les curieux, c'est à partir de 1983 qu'il faudra déclarer les pourboires aux impôts. Les hausses, comme on les connaît aujourd'hui, débutent en 2002 avec le gouvernement qui va instaurer un mécanisme de révision annuelle. Avec le temps, on va passer d'un salaire de 7 $ en 2002 à 16,60 aujourd'hui.